Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Abdoussal avec vous. Très content de vous retrouver après presque un mois d'absence. Évidemment, dû à des petites vacances et un problème imprévu. Ceci est l'épisode numéro 87. Et je sens que ça va en être tout un. Et je vous promets déjà à l'avance que cet épisode va durer plus longtemps, je ne sais pas combien de fois plus longtemps que le Grand Prix de Belgique 2021. D'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui. Mais et j'accueille d'ailleurs tout de suite Anna Maria Mercado-Lopez et Marc-André Fortin. Bonjour à vous deux. Salut Abdou. Salut Abdou. Comment allez-vous? Ça va très bien. Parfait. Je vais vous reposer la même question un peu plus tard. Mais avant de vous demander comment vous allez, on va commencer par une nouvelle qui nous a tous touchés. On enregistre aujourd'hui en ce beau mercredi soir un peu frisquet. Évidemment, la nouvelle qui a retenu notre attention, c'est l'annonce de la retraite de Kimi Räikkönen à la fin de la saison 2021. Alors, Räikkönen donc quittera ses fonctions de pilote de Formule 1 à la fin de la présente saison avec Alfa Romeo. Évidemment, on connaît tous Kimi Räikkönen comme étant une personnalité qui est nonchalante, qui n'a pas peur de dire sa façon de penser. Mais moi, ce que je vais retenir de Kimi Räikkönen, c'est un pilote qui a été toujours prêt. Il a une grinta exceptionnelle. Et même, je dirais, il aurait mérité plus qu'un championnat du monde. Je pense entre autres à 2003 où il a essayé tout fait pour empêcher Michael Schumacher de remporter le titre, ou bien même en 2005 avec une McLaren un peu sous-performante mais qui faisait le travail, quelquefois malchanceux, mais il a gagné le titre en 2007 et évidemment il nous a servi de belles communications radio. Il est aussi, à moins que Fernando Alonso gagne, il est actuellement le seul pilote à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1 dans l'ère des moteurs V10, V8 et V6 turbo hybride, évidemment avec sa victoire au Grand Prix des États-Unis 2018, une des plus belles courses que j'ai vues d'ailleurs. Mm-hmm. Et vraiment, je dois dire, Kimi Räikkönen, au-delà de sa personnalité glaciale, froide, vraiment un pilote qui va nous manquer et qui a été exceptionnel au cours de sa carrière. Donc voilà, c'était le petit hommage que je veux rendre aux Finlandais. Donc profitez-en parce que évidemment vous ne verrez pas un autre Kimi Räikkönen de cette manière. Enfin, on souhaite que peut-être son fils soit un jour pilote, mais la décision revient d'abord au fils s'il veut devenir pilote comme son père. Donc voilà, il ne reste plus qu'une dizaine de courses avant de voir Kimi Räikkönen tirer sa révérence. Bon, je vous repose la question. Comment vous vous sentez? Un peu triste. Un peu triste. Kimi Räikkönen s'en va. Ouais, ça sentait la fin, on se l'avoue. Mais de faire face à cette nouvelle aujourd'hui, j'ai été un peu triste. Était un peu trop tôt. C'était un peu trop tôt. Écoute, c'est drôle à dire, mais on dirait que dans sa façon d'être froid, il était tellement sympathique. Il amenait, c'est ça, il était sympathique très facilement. Il abordait les gens, même si c'était pas toujours facile. Donc non, c'était un pilote apprécié. Il va nous manquer. Ouais. Mais je vais répéter la question parce que maintenant, ça s'en va vers un autre sujet. Comment vous vous sentez 3 jours après la journée de dimanche?
Je vais commencer avec Anna Maria parce que dans notre conversation, j'ai dit Anna Maria, garde tes émotions pour ce soir parce que vas-y C'est Anna un peu Maria. calmé. Ouais. Ça s'est déjà un peu calmé. Mais quand même, très déçu par rapport à qu'est-ce qui c'est la Formule 1 comme tal, la FIA. Et c'est seulement, j'étais très déçu parce que oui, on comprend que les conditions n'étaient pas là, mais c'est pas la façon de faire. Aujourd'hui, hier, il annonçait quelque chose comme quoi il fallait changer la réglementation pour pas que ça se répète encore. Mais je me dis, de moi, la réglementation, j'ai aucun problème avec la réglementation. La réglementation, il n'est pas mal faite. Le problème, c'est la façon dont on applique la réglementation. Parce que oui, on pouvait bien pas finir un Grand Prix, donner la moitié des points, mais c'est ça, pas finir un Grand Prix. C'est pas la même chose que dire on balancer les safety cars avec les autos pour dire regarde ici, on a fait un Grand Prix, c'est fini, la réglementation y est là, et on fait le podium, on s'en va et c'est fait, et on parle de ça comme si c'était un Grand Prix. C'était pas un Grand Prix. Ouais, et je dois dire... Je suis désolée, mais oui, il y a des gens qui disent, mais non, mais tu dois comprendre qu'on ne peut pas courir. Mais oui, je comprends ça. Dans ces cas-là, on annule, on ne fait pas la course. Ou, au pire des cas, il sait que les conditions ne vont pas améliorer. Ouais. On avance les Grands Prix, on dit, on annule, on fait ça demain. Qu'est-ce qu'il fait l'IndyCar? Il n'y a pas de course, et ça annule, ça se fait le jour après. Peu importe s'il y a des spectateurs, s'il n'y a pas de spectateurs, si tu as le temps de voir la télé, sinon, mais si c'est question de sport, c'est ça. Si c'est question de télé, il n'y a pas de spectacle. Fait qu'on pas remplir là, son parti de compromis, il doit donner la course. Ouais. Il n'y a pas eu de course. C'est vrai. Et je dois dire quand même que... parce que moi, j'étais du genre, ok, bon, c'est correct, c'est quelque chose qui arrive, c'est la première fois que ça arrive, mais en même temps, quand j'y pense quelques jours plus tard, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'annuler l'après-course, parce que je me dis, réagir à chaud après un événement comme ça aurait été genre du non-sens, ça aurait été un peu insensé. Au moins attendre que les explications passent, nous arrivent pour nous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Est-ce qu'on va avoir de la transparence? Par contre, je trouve que organiser un podium comme si c'était une course normale, c'était un manque de respect envers les fans qui se sont déplacés de n'importe où, que ce soit de Bruxelles, de Liège, de la Gantoise, ou bien même de plusieurs pays aussi, pour venir assister à la course. Même très tôt le matin aussi. Il y en a qui ont fait du camping. Puis déjà que les conditions n'étaient pas très, très belles, n'étaient pas très, très clémentes en plus. Donc, c'était de la boue un peu partout. Alors, le fait de les faire attendre 4 heures pour 2 tours, 3 minutes 27. D'ailleurs, je vous annonce officiellement que ça fait 9 minutes qu'on a enregistré. Donc, on a déjà fait 3 tours de Grand Prix en tant que tel. On a battu le record. Mais c'était ridicule. C'était ridicule. Puis je comprends que dans la réglementation, il est spécifiquement dit que pour l'attribution, pour déclarer la course, il faut qu'il y ait plus de 2 tours, mais qu'on donne les points s'il y a moins de 75% de la distance complétée. Et c'est la première fois que ça arrive. Mais je pense que ça a été un peu à la va-vite. Cela étant dit, je ne pense pas que la
FIA et la FOM sont nécessairement blâmés parce qu'ils ont tout fait pour qu'il y ait une course. Ils ont retardé la course, ils ont fait des tours avec la voiture médicale, mais et les pilotes ont dit, c'était pas assez on voyait pas assez bien pour tenir une course, surtout sur un circuit comme Spa où tu peux avoir en l'espace de une journée les quatre saisons de l'année, c'est-à-dire tu peux avoir de la pluie, de la grêle, de la neige, du beau temps, que ce soit sur une partie comme ça peut l'être sur une autre, c'est un microclimat. Donc la FIA, je pense, a tout tenté pour je suis désolée, mais je pense que oui, ils ont tout tenté, mais pour sauver son parti de contrat, pas pour faire la course, parce que les conditions, c'était pas une surprise. Il était déjà là les jours avant. Et que dans ce cas-là, tu peux dire, regarde, mais on se fout de tout. Si pourrais tu sauver la course, tu avances la course parce que c'est avant le Grand Prix, il y a eu des courses. Mm-hmm. La solution la solution était là. Il était juste, ils n'ont rien fait parce qu'ils n'avaient pas la tête d'y penser et de dire, ok, regarde, on avance la course, on fait la course plus tôt parce que plus qu'est-ce qui va aller plus tard, plus qu'est-ce qui va dégénérer et en plus avec la pluie, la nuit ça arrive plus tôt, la visibilité dans les montagnes, c'est pas bon, mais n'importe qui peut savoir ça. Tu n'as pas besoin d'être un gros spécialiste. Et que je dis, oui, ils ont tout fait pour sauver son parti de contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les promoteurs ils préparent l'événement et c'est lui qui est responsable des billets des fans. Mais Liberty, il prépare l'autre partie qui c'est la télé, la course, il doit faire la course. C'est lui avec la FIA qui doit faire la course. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de course, c'est les promoteurs pour se retourner et dire à la FIA, Liberty, mais il n'y a pas de course. Tu dois payer pour ça. Mais c'est ça. Personne ne doit payer. Mais à partir du moment que Liberty et la FIA ont déclaré que oui, il y a eu des courses, mais les fans, ils ne peuvent rien demander. Et les promoteurs, ils ne peuvent rien demander. Ils vont dire, regarde, le podium il était là, on a fait le podium, on a donné tout ce qui ce qui s'appelle un course, entre guillemets, et que nous, on n'est pas responsable. Après, ils vont dire, oui, peut-être on va regarder, il faut les fans, on est désolé. Non, ils ne sont pas très désolés pour personne. Ils ont rempli sa partie, légalement, personne pour aller derrière et dire, regarde, rembourse-moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, regarde, les points ils sont donnés, la course il était fait, les règlements, il est permis, c'est ça. Je vais entendre Marc-André, l'opinion de Marc-André, en fait. À la défense de la FIA, présentement, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils planchaient justement sur une manière de dédommager les partisans, les fans qui étaient présents sur place. Maintenant, sous quelle forme ce sera, on n'a pas d'informations à ce sujet. Est-ce que ça va être une réussite? Parce que là, présentement, c'est des discussions entre le promoteur et la FIA. Donc, on verra de quelle manière ça se débouchera. Mais effectivement, quand je vois ce tel spectacle, on va le mettre entre guillemets, c'est sûr que c'est décevant, mais en même temps, la météo n'y était pas. Je pense que j'aurais aimé que la Formule 1 prévoit ses prévisions, parce que tout le monde le savait que ça allait être un dimanche extrêmement difficile, parce qu'il était pratiquement les mêmes que celle du samedi, et on a été chanceux d'avoir une qualification samedi, parce que en fin de Q3, c'était pas très beau, l'accident de Norris. Ah ouais, non. Ça a engendré un énorme problème aussi parce que la météo n'y était pas. On fallait se creuser la tête pour finir cette qualification. D'ailleurs, aujourd'hui, Michael Massey disait que si c'était à refaire, probablement qu'il donnerait même pas son go pour la Q3. Donc, ça prouve à quel point le dimanche,
tout le monde savait que ça allait être difficile. Maintenant, effectivement, on aurait dû avancer. Je pense que c'est Max Verstappen qui l'a avancé, mais on aurait dû mettre peut-être la course vers midi. À un moment où on voyait sur les radars que la météo allait être plus clémente. Ajouter à tout ça, je pense que c'est décevant pour les partisans qui étaient sur place. Maintenant, c'est compliqué de chambouler un Grand Prix et une fin de semaine de Grand Prix, mais je pense que ça aurait pu être très faisable. Maintenant, en discussion avec les réseaux de télé et tout ça, ça se fait quand même assez rapidement, surtout dans de telles conditions où c'est pas mieux d'avoir je le répète, ce tel spectacle, entre guillemets, parce qu'écoute, les commentateurs sont restés 4-5 heures en ondes, avec rien du tout. Non, il y a plus. Très solide. Parce que, honnêtement, moi, je suis resté devant ma télévision parce que, bon, tant qu'à rien faire ailleurs, je vais rien faire dans mon divan en les regardant. Et j'ai trouvé que il nous amenait quand même de l'information qui était bien et ça nous permettait de quand même passer un bon dimanche quand même devant la télévision, mais je pense que la FIA aurait pu en faire beaucoup plus. Ouais. Et en plus, avant on va te laisser parler aussi, mais en plus, avancer la course et la faire avant, ça aurait été pas de problème avec tout le monde. Pourquoi? Ici, tout ce qui est à l'avant-course, ça commence à peu près 1 heure avant. Les résumés de la course avant. Et dans d'autres pays, des fois, c'est 12 heures avant qu'ils commencent à parler, qu'est-ce qui va se passer, ils font tout. Dire que non, on n'était pas prêts, mais regarde, les télés sont déjà là. Tout était déjà là, en place. Et c'était quoi le problème? Il y a des gens qui regardent même 2 heures avant pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a eu des courses avant aussi. C'est difficile avec les réseaux de télé, surtout hors Europe. Parce que eux, ils doivent... mais ici, on était déjà branchés, RDS, ils étaient branchés depuis 1 heure avant parce qu'ils font les résumés d'avant-course et après... Qui doivent arriver 1 heure avant. Et aviser. Midi ici, ça fait 6 heures. Ouais, 6 heures à peu près, 6 heures, heure du Québec. Puis ça, c'est ici, parce qu'en Australie, ça doit être... Écoute, j'ai pas pas un bon orateur, mais tu sais... C'est aux alentours de 19h, 20h à peu près, heure de Melbourne à peu près. Si je peux ajouter mon grain de sel. Anna Maria, tu avais dit si on pouvait reporter la course au lundi comme ça se fait en IndyCar. Impossible. C'est exactement, c'est impossible parce que la différence avec l'IndyCar, c'est parce que la Formule 1 est un championnat du monde. Et même si Spa-Francorchamps et Zandvoort, c'est 3 heures de route. C'est toute une préparation qui doit se faire. Je vais juste ajouter un détail aussi. Il y a les commissaires de piste aussi parce que ils ne sont pas payés. Ils ont une vie, ils ont un travail en dehors, ils ont une famille aussi. Puis ça va être très compliqué à les convaincre de leur dire est-ce que ça vous tente de rester une journée de plus? Les convaincre, mais aussi... ça dépend aussi parce que si tu es prévenu à l'avance, je connais beaucoup qui font ça et ça peut toujours s'arranger. En plus, moi, je disais, s'il faut prendre les vols, il faut tout changer, mais qu'est-ce que j'ai vu après, c'est que c'est des camions qui se déplaçaient. Oui, mais avant de prendre la décision... Mais c'est toujours le pilote qui peut-être il ne veut pas rester le dimanche. Mais avant de prendre la décision de faire la course lundi, premièrement, il faut que tu t'assures que les commissaires puissent être là lundi. Donc, tu dois leur parler. Mais là, comment tu fais pour leur parler s'ils sont en piste pour surveiller la sécurité? C'est ça qui amène tout ce drama présentement. C'est faire un Grand Prix lundi, ça s'est déjà vu. Mais dans les conditions aujourd'hui, je pense que c'était très difficile. Mais tant pis, tu annules et tu dis on va avoir des nouvelles bientôt. Tu as le temps de parler. Comme tu as eu 4 heures pour dire on fait la course, on fait la grosse course. Il pouvait arrêter avant et dire oui, on arrête, on annule la course et on verra. On a des nouvelles. Le point positif de cette fin de semaine, je pense ce qu'on doit en ressortir du moins, c'est que on a vu que
la Formule 1 avait à cœur la sécurité des pilotes, Oui. avait à cœur, au-delà du spectacle, Non, ils ont tout fait. même Ils ont pas tout fait. ça. Même pas ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, en plus, les radios, il y a des problèmes. Ça Oui. fait longtemps. Oui, Il y oui, a des non, mais problèmes, ça, ça c'est, fait longtemps. Non, ça, c'est c'est la un FIA. détail. Ah, oui, oui. C'est la Mais FIA. C'est la c'est, FIA. Je suis désolée, mais c'est la FIA qui a décidé tout à falter parce qu'il disait que si les autos ne restaient pas coincés dans les graviers, c'est plus facile de retourner le piste, c'est plus sécuritaire parce qu'on va pas mettre la grue, on perd pas le temps aussi à la télé. Mais c'est ça, il y avait toutes sortes d'explications. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les radios, tout était asphalté de côté l'autre. En plus, et encore, à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé? À Montréal, à circuit Gilles Villeneuve, ils ont oublié à tout ramasser les grosses barrières de pneus pour Oui. changer ça pour Tech Pro. Ouais. Et je pense que là, Marc-André, il était là. Quand Stroll il a craché sur les Tech Pro, il venait de te changer dans T6 Ouais. 2018. 2018, ouais. oui. 2018, qu'est-ce La qui s'est déception passé? des Montréalais. Oh. Plusieurs l'ont même pas vu passer. Ah, C'est ça. F notre chat. Mais tu sais, tu te rappelles, Marc-André Stroll il a craché, il n'a pas rebondi. juste Pourquoi? devant moi. Juste devant nous, il était juste devant nous, mais il n'a pas rebondi, il s'est juste resté. Pourquoi? Parce que l'était pro, il absorbe beaucoup l'impact, Mhm, il ne ça. fait pas que l'auto, mais à Spa, les radios, il y a une grosse barrière de pneus. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ça rebondit. à haute vitesse, surtout, il faut préciser. Ça haute rebondit, vitesse. ça rebondit ça arrive à haute vitesse parce qu'il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de gravier qui ralentisse l'auto. Ça rebondit et ça arrive au milieu de la piste. Et c'était pas la première fois qu'est-ce qui se passe. On a eu des problèmes en plus. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec Antoine Hubert? Les La choses auraient dû direction, changer, effectivement. la direction des circuits a informé que ça va être changé parce que de toute façon, ils voulaient faire les motos Les MotoGP, ouais. et il va changer les bacs pour bacs de gravier, il va changer les protections. Mais 12 années, avec une année de pandémie qu'il n'y avait presque pas grand-chose, il n'y a aucun changement qui était fait. Il n'y a aucune personne, la FIA, il y a rien. Personne ne se rappelle de ça, ils n'ont rien demandé. Mais je suis désolée, mais ça fait longtemps qu'il y a des problèmes là et je pense que c'est pas juste la faute des pilotes, c'est pas juste la faute des circuits, c'est aussi la faute de pas bien fait qu'est-ce qu'il doit faire. Pourquoi? À Montréal, il était fait. Même les murs de champions qui est historique et tout, l'ont coupé, ils l'ont envoyé derrière parce que ça a été un peu dangereux avec la nouvelle voiture, il fallait mettre les pro partout. Ouais. Mais c'est ça. Par contre, moi, je sépare. Fait qu'il ne faut pas me dire maintenant, Attends, oui, Marc-André on voulait fait parler. attention aux pilotes, que pour la sécurité, ça dépend les circuits. Hein. Oui, mais je te le donne, mais aussi, de mon point de vue, je sépare l'aspect sportif en piste à celle plus technique et plus dans la business, comme on dit. Je sépare les deux. Et pour ce qui est de l'aspect sportif, on a vu que la FIA prenait soin des pilotes lorsqu'il y avait des intempéries, lorsque la sécurité était très moins bonne. Je vais te laisser parler, Abdou. Contre-argument, je pense effectivement ils l'ont pris la décision peut-être en fonction de ce qui s'est passé malheureusement au Japon en 2014, mais aussi parce que, comme vous l'avez dit, la Q3 de samedi, il y a eu de l'aquaplanage. George Russell était en train de se battre avec sa voiture sur la ligne droite du Camel pour essayer de garder sa voiture droite. Mais, et il y a eu l'accident de Norris aussi. Vettel, il y a eu plusieurs pilotes qui ont dit qu'il y avait de l'aquaplanage, ce serait mieux d'attendre. Mais Michael Massey a dit non. Donc, je donne le point à Anna Maria. Et là où je te donne le point, Marc-André, c'est que ils n'ont pas hésité. Ils ont mis la sécurité avant
le spectacle. Et je pense que c'est ça aussi que maintenant la FIA doit faire, parce que c'est facile. Maintenant, moi, je pense qu'il faut éliminer la vieille mentalité de dire que Le spectacle avant tout. le et tout ça, spectacle ouais. avant tout, que les pilotes ce sont des pleurnichards et tout, parce que imaginez quand vous êtes dans un lieu de travail, vous voyez quelque chose qui pourrait causer une blessure au travail, vous le rapportez à l'employé, n'est-ce pas? Vous le dites à l'employé. Donc normalement c'est à l'employé de prendre les mesures nécessaires pour L'employeur. c'est ça. L'employeur. C'est parce que j'ai mal prononcé. Mais l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour enlever le problème et surtout éviter qu'une situation se produise. Parce que sinon, c'est la CNESST qui va s'en mêler. Donc, c'est la même chose avec les pilotes. Puis ça a commencé avec ça. Jackie Stewart aussi, quand il a vu que les pilotes mouraient fin de semaine après fin de semaine, que tu passais autant de temps sur la piste que dans une église pour des funérailles. Là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et ça a été la même chose. Tamburello à Imola. On dit, c'était un virage qui se prenait à haute vitesse. Même le virage Villeneuve aussi est à haute vitesse. Et là, on a eu deux décès la même fin de semaine. Et là, on a dit, bon, c'est assez. On va couper ce virage, on va mettre des chicanes, on va les ralentir, on va mettre des murs un peu partout. Parce que là, on commence que ça fait trop d'accidents. Il y a eu Gerhard Berger qui a eu un violent accident, je pense que c'était en 89. Aussi à Tamburello, il y en a eu en 87. Il y en a eu plein des accidents à Tamburello. Et il a fallu que quelqu'un meure. Et cette personne, il fallait que ce soit Ayrton Senna qui meure pour que des changements arrivent. La même chose au Daytona 500 en 2001, quand Dale Earnhardt Sr. est mort. Il y a eu des pilotes qui ont été tués dans des accidents, mais la NASCAR n'a rien fait. Il a fallu que ce soit une de leurs vedettes qui meure pour rendre les voitures beaucoup plus sécuritaires, les circuits aussi beaucoup plus sécuritaires avec des barrières safe-feu aussi. Donc, je pense que maintenant, il ne faut plus attendre qu'une mort survienne pour faire des changements. Là, je comprends. C'est moi-même qui des fois parle de sécurité, de ce qui était la F1 avant, qu'est-ce qui est la F1 après. Et c'est ce qui me met en ronge, on dirait, c'est que si tu sais qu'on ne peut pas le faire, pourquoi faire attendre? Pourquoi pas prendre la décision tout de suite? Pourquoi faire une farce qui est pas, c'est pas correct? Tu sais qu'est-ce qui va se passer. En plus, tu sais que les Formule 1 ne peuvent pas jamais rouler en pluie. Pourquoi faire des courses de pluie? Pourquoi pas demander jamais à Pirelli de faire quelque chose qui marche? Pourquoi la Formule 1, ils ont juste une sorte de pneu pour tout faire? Il fait même s'il y a les grosses pluies. Pourquoi la F1, il ne peut pas faire ça? Parce que oui, et je comprends toute la situation, mais je comprends aussi que ils ont mis tout sur la sécurité. Des fois, ils font des choses pour le spectacle, comme pas de bons pneus. Pourquoi? Parce qu'il faut changer, parce que ça donne plus de spectacle aussi. Et je comprends tout ce qui est la sécurité, tout ce qui est les pilotes, mais si tu ne peux pas rouler en pluie, tu dois prévoir ça. Parce que dès qu'il tombe quelques petits bouts de pluie, c'est le même problème. Mais en Brésil, tu te rappelles, Brésil 2003, il y avait la grosse pluie et ils ont à peu près 10 autos qui se sont retirés avec des crashs parce que en plus ça roule à l'envers et c'est plus difficile. Les pilotes ils faisaient la course comme si le demain n'existait plus. Ah aussi. oui, c'est vrai, je me souviens de cette course. Ça aussi. Ben, et là, ils ont arrêté la course après 75%.
parce que il restait pas beaucoup de personnes pour faire la course. Et Alonso a eu un gros accident aussi. Hein. Mais oui, et c'est là que j'ai dit, il faut que tu décides, est-ce que tu fais des courses de pluie ou pas courses de pluie? Parce qu'après, je comprends tout ce qui est la sécurité, mais la FIA maintenant, à chaque fois qu'elle prend une décision, il la met sous le dos de la sécurité. Comme ça, on se lave les mains, c'est fini, c'est la sécurité avant tout. Et à chaque fois qu'il va prendre une grosse décision, c'est toujours ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont mis la falle partout. Ils ont asphalté partout parce qu'on dit, c'est pour la sécurité. Ouais. Ils ont jamais prévu qu'avec les autos, ils vont plus vite, ils s'arrêtent jamais, ils vont cracher plus vite, à chaque fois ils rebondissent plus vite, et c'est ça mon problème. Tu peux pas tout faire sur le dos de la sécurité. Est-ce que tu vas courser ou tu vas pas courser? Tu connais les risques? Oui, on veut pas voir un pilote se faire mal, mais il faut que tu sois conscient aussi. Les pilotes, tous savent que maintenant tu peux faire un gros crash et après, comme si de rien. Mais ça aussi, avec tout ce qui est la sécurité, les pilotes, ils n'ont plus peur de rien. Fait que tant que des fois, le monde m'aime pas parce que ce que je dis, mais je dis, Vettel, il disait à la radio, il fout les drapeaux rouges, les conditions sont pas bonnes, mais Norris, il faisait son chrono pour faire la pole. Ouais, c'est ça. Le truc aussi lui, il est encore fâché avec lui-même parce qu'il dit, c'est mon erreur. Ouais. Mais c'est ça. Et maintenant, on dit, oui, pourquoi ils n'ont pas arrêté? Mais regarde, il y a un pilote qui dit, on ne peut pas courser. Il y a un autre, Norris, George Russell. C'est sûr qu'il était là parce que lui, il faisait comme tant que d'autres pilotes, il faisait attention, il disait, oui, comme quand tu vas dans l'autoroute, il dit, ajuster la conduite, il y a des conditions difficiles, il y a toujours quelqu'un qui ajuste pas trop la conduite. J'ai envie de vous poser la question, parce que ça a souvent été mentionné, le parallèle. Est-ce que, je vais poser la question à Marc-André en premier. Est-ce que vous pensez qu'on a assisté à un débâcle parallèle au Grand Prix des États-Unis 2005 à Indianapolis, où il y a eu 6 voitures qui ont pris part à la course, et 6 voitures étant des pneus Bridgestone, alors que le restant, les Michelin, ont déclaré forfait à cause de l'accident de Ralf Schumacher lors des essais. Ton micro, Marc-André. Je dirais que non, parce que là, il y avait au moins une décision qui était uniforme. T'sais. Tout le monde courait pas. Alors qu'en 2005, comme tu l'as dit, il y a 6 pilotes qui ont pu faire la course. Les autres n'ont pas pu. Donc, je trouve que c'était moins pire cette année. Parce que justement, la décision était commune. Tout le monde n'était pas sur la piste en raison du mauvais temps. Maintenant, côté spectacle, c'est semblable. Je vais vous dire que donc, tu sais, tout ça vient que il y avait une décision à prendre, ils l'ont prise. Maintenant, est-ce qu'on peut les critiquer? Bien sûr. Maintenant, je suis d'avis que c'est fait. Il y a un excellent Grand Prix qui s'en vient. Of course. Puis, ça, en espérant que la pluie ne soit pas contre nous encore une fois, parce que les temps... les temps ne sont pas très bons. Mais écoute, si ça nous prend cette petite erreur de parcours pour améliorer une situation future, tant mieux. Je pense qu'on est mieux de peut-être voir les petits points positifs de cette situation-là. Parce qu'honnêtement, on pourrait chialer pendant 2 mois encore parce que on avait hâte à ce Grand Prix. C'était le Grand Prix après la pause d'1 mois. On était tous fébriles de revoir Hamilton, Verstappen en piste et de voir comment cette
cette course au championnat allait continuer. Mais bon, écoute, on a d'autres choix à fouetter. On a la retraite de Kimi Räikkönen. Il y a beaucoup de choses en Formule 1 qui se passent. Faut pas non plus balayer les ordures en bas du lit. Il faut s'assurer d'en discuter et justement de trouver les pistes de solution pour que la prochaine fois, ce soit encore mieux. Exactement. Et justement, on va en reparler de pistes de solution, mais je veux entendre Anna Maria sur ce que j'ai dit. Est-ce que c'est une débâcle similaire ou pire que Indy 2005? Je dis quelque chose pour moi était pire. Ouais. Était pire. Pourquoi? Parce que regarde, en Indianapolis, et la FIA, il a fait à peu près la même chose parce qu'il couvert les arrières. Moi, j'ai fait le spectacle, c'est pas mon problème. Si, qu'est-ce qu'il a fait la FIA? C'était Bernie, et il a dit, et il était Mosley, il a dit comme quoi, où son devoir se fait la course. C'était pas son problème si les équipes, il n'y avait pas les bons pneus. Disons que les équipes qui se sont retirées, c'est son choix. La FIA a dit, on fait la course quand même avec 6 équipes et les 6 voitures, oui, on fait un podium, mais les 6 voitures, ils ont fait, le spectacle, il était ridicule, mais ils ont fait la course quand même. Ils ont roulé pendant, mais oui, ils ont donné le podium, ils ont donné la premiation, mais ils ont roulé. Ben, dans ce cas-là, c'était pire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas roulé et en plus ils ont donné les points. Parce que maintenant, tu te rends compte que George Russell, il y a un podium. Il n'a même pas fait la course. Mais et c'est ça qui ne rentre pas dans ma tête. Et lui est tellement fier de ça. Ouais. Il est tellement fier de ça qu'il dit que peu importe comment ce qui s'est arrivé, ben oui, mais maintenant, mais je comprends. Cette fois-ci, je suis d'accord avec Fernando qui dit, ben Noël est arrivé à l'avance. Oui. Ben écoute, non, c'est pas seulement Noël est arrivé à l'avance. Je pense que c'était pas seulement ça. C'est Noël, lui a Noël dit, des campeurs aussi. Mais oui, lui a dit que oui, que c'était n'importe quoi, que faire les 3 tours derrière les Sistika, mais oui, je comprends. Est-ce que tu peux pas faire ça? Mais oui, c'est là que moi me rend plus, comme dit, enrage, malade. C'est pourquoi donner le podium? Pourquoi faire les podiums? Pourquoi donner des premiations? Mais oui, ils ont fait la polée, ils ont fait la qualification, mais regarde, ils ont fait une course qualificative et ils ont donné juste combien? 1 point, 3 points à celui qui a fait la polée. Ouais, 3 points, puis... Mais oui, on se rend compte que c'est lui qui a fait premier, deuxième, troisième dans une course sprint, que c'était une bonne course. Ouais. Ils ont quand même eu presque rien comparé à ce qu'ils sont donnés. Ouais. Et ça, c'est pas correct. Le spectacle était pénible, il n'y a eu pas de spectacle et en plus, ils ont comme... Pour moi, c'est pire. Pour moi, c'est pire. Et qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? La même chose, pas assumer la conséquence, mais même si à Indianapolis, ils ont remboursé tout le monde, ils ont essayé d'amener à nouveau, mais... Ouais. C'est pas la façon de faire. Et maintenant qu'on dit, oui, on veut que la Formule 1, il y a plus de femmes, mais oui, c'est avec ça que tu vas approcher le monde. Ouais. Et moi, je dois dire quand même que, moi, je pense que en fait, en termes de débâcle, ça, Melbourne 2020, Indianapolis 2005, ce sont les pires débâcles que j'ai vus dans ma vie en tant que fan de Formule 1. C'est sûr qu'il y en a eu d'autres, mais moi que j'ai vu en direct, Indianapolis, je comprends. Puis quand j'ai
entendu des histoires sur cette course, en fait. C'est que au final, c'est que les pneus Bridgestone étaient mieux préparés parce qu'il y avait Firestone qui avait fait des essais à Indianapolis. Donc Firestone et Bridgestone sont des compagnies parallèles, si on peut dire, alors que Michelin n'a jamais eu la chance de faire des essais avec ses pneus, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais là, ici, ce qu'on a eu, c'était juste un shit show. Je m'excuse de dire ça. C'était un shit show. Bon, pour les biens des pilotes, évidemment, c'est la meilleure des choses. Mais pour les fans, j'ai mal pour eux parce que, comme on l'a dit, ils se sont déplacés un peu de partout. Il y en a qui ont dû canceller leur plan pour regarder ce qui devait être une course de Formule 1. Donc, ils ont attendu à peu près 4-5 heures pour rien au final. Mais bon. Comme tu l'as dit, Marc-André, le mieux, c'est de trouver des pistes de solution. Et justement, c'est là où je veux en venir. Il y a le site de Race que j'adore, qui propose, en fait, 5 points que la FIA pourrait revoir, en fait, suite à cette débâcle. La première, vous en aviez parlé, c'est l'heure de course. Parce que, on va se dire, depuis 2018, les courses commencent aux alentours de 9 heures pour les courses européennes. Avant, c'était aux alentours de 8 heures. Évidemment, c'est dans le but d'attirer un peu plus de clientèle nord-américaine, parce que, évidemment, il y a 9 heures, c'est notre heure de course en tant que telle habituelle. En Europe, en Amérique, dans la zone centrale, c'est plus 8 heures, 7 heures dans certains cas, et dans la côte ouest, c'est 6 heures. Donc, vous en aviez parlé de Max Verstappen qui avait proposé de décaler les heures de course. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de revenir à des heures de course un peu plus tôt, genre 13 heures, 14 heures, pour justement, si jamais on devait avoir une situation comme celle-ci, avoir un peu plus de temps pour retarder la course et ainsi avoir le temps de le faire? Oui puis non. Oui. Je vais essayer de m'expliquer. Oui, dans le cas où tu prévois une journée très pluvieuse. Par exemple, je te donne un exemple. On voit que le lundi matin, le dimanche, ça va être difficile. Il annonce beaucoup de pluie. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais ça se peut qu'il pleuve, puis que ça se peut que ce soit un énorme orage. Bon. Mais là, tu peux te dire le lundi, OK, vu que peut-être que la situation va être difficile, on pourrait avancer un peu, midi, 13 heures, pour nous laisser un laps de temps suffisant pour si jamais il arrive de quoi. Maintenant, je pense que cette heure semble être parfaite pour la majeure partie du monde. En Europe, à 15 heures, les gens aiment ça. Ici, à 9 heures, je pense qu'on se plaint pas. Ouais. Maintenant, bon, les heures sont peut-être moins favorables, par exemple, pour la Californie. Tu sais, se lever à 6 heures pour une course de Formule 1, c'est peut-être un peu tôt, bien sûr. Mais ça reste assez raisonnable. Parce que là, si toutes les courses débutent à 13 heures ou à midi en Europe, tu viens de baisser tes heures de 2 heures. Donc, tu te retrouves à ce que tes fans en Californie se réveillent à 3-4 heures du matin pour des courses. À chaque fois, c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Les gens ne le feront pas. Les gens qui sont vraiment passionnés vont le faire. Mais tu vas manquer l'occasion de peut-être avoir des nouveaux fans ou des gens qui veulent réellement l'écouter pour l'écouter. Donc, je pense qu'on peut garder le 15 heures pour la plupart des courses. Mais lorsque tu prévois un peu de pluie la semaine, puis que tu peux peut-être t'attendre à avoir de la pluie, décale-la. Au pire, ça va arriver 2-3 fois dans l'année. Peut-être que c'est difficile pour le promoteur parce que, bon, ça gâche un peu tout. Mais en même temps, t'es prévoyant. Puis si jamais il arrive de quoi, tu vas avoir été prévoyant. Anna Maria? Moi, en fait, ça change rien. Que la course soit à 8 heures, à 9 heures, à 7 heures. Oui, mais t'es une fan. Mais oui, mais tu sais, une personne qui n'est pas fan de Formule 1, il va pas se lever à 9 heures
pour regarder sa première course. Je suis pas d'accord. Et c'est plus tentant, par exemple, et première course, c'est le Grand Prix je sais pas, de Mexique, il va dire, ah ouais, c'est quoi ça? Ben oui, ça, il est tenté de regarder, ça Oui, peut mais être intéressant, mais quelqu'un qui c'est est ça, encouragé par quelqu'un, mais pour il se nous, dit, OK, lève-toi à 9 heures, je te jure, le spectacle va être bon. Ça m'arrive ici, depuis le début de l'année, depuis que Drive to Survive existe, je te jure. C'est facile d'avoir des tu nouveaux vois, c'est pour fans. Netflix, Ouais. c'est pas pour la course, c'est pas la même chose. En plus, ils ont jamais fait les horaires et prévoyant les fans d'ici. Pourquoi? Parce que nous, on a les horaires les pires quand il y a des Japon, Chine, tout ce qui est, Ouais. et c'est Ouais, mais incroyable. En ça fait plus, partie ben c'est ça, ben ça fait du partie, désagrément, mais ben c'est pour tout le monde que ça fait partie des ouais, mais désagréments. imagines-tu que les Californiens soient obligés de se réveiller à 4 heures du matin à chaque fois? En tout cas, C'est je ne vois ridicule. C'est y- ridicule. la Californie, il regarde l'Indica, il regarde la NASCAR, et ça, Ouais, mais ça, c'est en après-midi, ça. Donc, c'est une c'est pour différence. ça. Et aux États-Unis, s'il n'y a pas de grosses bières, regarde, il n'y a pas la course. Y salar que les Européens, c'est la même chose. Ils veulent des horaires après-midi, pas matin trop tôt, et les restants, les bons fans de F1, c'est nous. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, pour... Ça change pas grand-chose. Mais Je moi, pense que ça change pas grand-chose. La seule chose que je dis, c'est si tu peux pas rouler dans la pluie, mais c'est ça, fais pas des courses de pluie. Ouais, mais ça risque de faire mal. Deuxième point, une règle minimale pour pour des courses au drapeau vert, parce qu'on s'entend, il y en a eu zéro. Zéro comme Wallet dimanche. Est-ce que pour déclarer que ce soit une course, il faudrait, je pense qu'on est d'accord, il faudrait au moins au moins une ou deux tours sous drapeau vert pour déclarer la course officielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, Mais- deux tours, c'est peu. C'est le minimum au moins. Parce C'est le que minimum. C'est le minimum, mais je trouve ça peu. C'est même pas donc sur 72 tours en même temps à Montréal, deux tours, je peux te dire que c'est rien. ouais, mais en même temps, le truc c'est que quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver, comme par exemple une grosse pluie arrive, on s'y attend pas, tout le monde part en tête à queue, puis il y a plus de possibilité pour repartir la course. C'est vrai. Donc quelque chose peut arriver. Donc est-ce que moi je dirais minimum de tours. On garde le minimum de tours, mais sur drapeau vert, pas 2 tours comme bon semble à la FIA, comme ça peut être un drapeau derrière la voiture de sécurité. Je sais pas, est-ce que vous pensez minimum 2 tours, ou bien par exemple 20 ou 25% de la distance de course, puis on déclare ça une course officiellement. Mais pour moi, il faut que la course soit lancée pour verrer. C'est ça. Et s'il y a un Sistika qui lance la course, c'est pas pour verrer. OK. Ouais, ce serait une bonne idée, ça. Genre, dès que la course est à drapeau vert, ça devient une course officiellement. Que ce soit 1 ou 2 tours, genre. Et peu importe le numéro de tours, qu'est-ce que je dis? Si la course était lancée pour verrer et que tout le monde, il s'est passé la catastrophe, les gros accidents, on peut pas reprendre, c'est correct. Mais attends 4 heures pour faire 2 tours et dire oui, on a une course derrière Sistika, on a recorru la piste 2 tours. Non, mais c'est pas. OK. Mais je regarde le dimanche, c'est les Sistika qui a fait plus de Ça kilomètres. et la voiture médicale aussi. Sinon, il y a Gary Anderson, l'ancien directeur technique chez Jordan, qui lui pense que on pourrait essayer de soit utiliser la voiture de sécurité pour essayer de faire sécher la piste.
et on brandit les drapeaux jaunes pour au moins permettre d'avoir une trajectoire de course plus plausible. Qu'est-ce que ben ça c'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que je disais avant quand il faisait ça sur la pluie, quand il y avait des courses sur la pluie, disons, je sais pas, jusqu'à 2010, 2011 ou quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est fait les pneus, mais la course y était lancée, même avec la grosse pluie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 ou 3 tours, que toutes les autos roulaient, même si c'était derrière Sistika, il s'est vidé, toute l'eau s'est vidée, mais je ne sais pas c'est à cause de quoi, parce qu'avant, maintenant, la pluie, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les sprays en arrière, mais avant, ils faisaient comme à côté. Mm-hmm. Ouais. Mais je pense que c'est la façon comment il était fait les pneus de pluie. Mm-hmm. Et avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les autos ils roulaient et depuis quelques tours, ils commençaient à chercher la pluie, la piste humide pour mouiller un petit peu parce que ça marchait pas quand il se séchait trop. Ouais. Marc-André, toi, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de par exemple, utiliser la voiture débuter la course en tant que telle, mais utiliser la voiture de sécurité et ou médicale en même temps pour essayer d'assécher la piste, comme ce qu'on pourrait faire dans les compétitions de ski alpin, c'est-à-dire avoir un ouvreur de piste. Écoute, ça peut pas nuire. Mm-hmm. Seule cause qu'on pourrait voir qui est dommageable, c'est que ça utilise plus d'essence, mais rendu là, tu sais. Si on veut avoir un spectacle à un moment donné, il faut bien couper à quelque part. Mm-hmm. C'est une voiture qui roule, donc il y en a tellement durant la fin de semaine que ça paraît pas. Mais non, je trouve que c'est une bonne idée. Comme je dis, ça peut pas nuire. C'est une voiture qui roule, qui peut ouvrir le chemin, qui peut dégager une certaine zone de course et une voie de course. Moi, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, il y avait tellement de pluie dimanche que est-ce que ça aurait été suffisant? J'ai des doutes. Mais écoute, tu le fais, puis si ça fonctionne, ben tant mieux, tu peux avoir une course. Ou bien, j'ai lu des idées un peu, c'est farfelu, mais c'est pas bête non plus. Utiliser une voiture d'endurance pour dégager l'eau. Comme par exemple la Porsche 919 Evo pour utiliser pour l'utiliser afin de dégager un peu plus d'eau. Donc il peut aussi utiliser les gros camions comme celui de NASCAR qui arrive les gros camions. Les jet dryers, ouais. Ouais, ça c'est... Ouais, mais à Spa, faire ça prendrait des heures et des heures, puis je pense pas que ce serait facile. Sinon, quelque chose que moi je considère très important dans ces suggestions, simplifier les règles. Simplifier les règles et une meilleure communication des règlements, parce que je peux vous le dire, je mettrai pas notre conversation de dimanche, mais c'était un cauchemar. Je dois le dire, je m'excuse, mais ça a été un cauchemar pour essayer de comprendre à quelle heure est-ce que la course a vraiment commencé à 15h, est-ce qu'elle a commencé à 15h25 ou est-ce qu'elle commence officiellement, le chrono commence officiellement à 16h ou quand la course est officiellement débutée. Ça a été une catastrophe et même Sky Sports avait aucune essayé de clarifier le tout, c'était... Mais on dirait que Massey faisait la même chose. Hein? Ah, Michael Massey, oui. Massey, il savait pas trop ce qui se faisait parce qu'il savait pas rien. Il demandait si Checo pourrait prendre la course. Il savait même pas si Checo pouvait reprendre la course. Après, est-ce que la course a commencé ou non? Est-ce qu'il était lancé ou non? Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que lui, côté règlement, il n'y a pas trop lit qu'est-ce qui se passe. Ben, en fait, c'est que le truc, c'est pas lui le problème. C'est vraiment les règlements en tant que tels. Parce que, j'en parlais justement avant d'entrer en onde avec Marc-André. J'ai regardé le livre des règlements, du soccer en général. C'est 115 pages pour cette saison. Et le tout est bien divisé. Marc-André, tu as lu aussi avant, le règlement. Il y a trois types de règlements. T'as le règlement sportif, t'as le règlement technique et t'as le règlement financier.
Et ça, juste à le regarder, j'essaie de comprendre, puis c'est genre, c'est mélangeant parce que il y a des Mais points regarde, lui qui est payé sont. pour ça. Hein. Hmm? C'est son travail, c'est son travail. Ouais, je Il sais. il peut pas être élève s'il connaît pas ça. Je Même sais. toutes les équipes, il y a quelqu'un pour juste démêler tout ça et essayer de profiter de son gris. On va pas me dire que Massi, il sait pas comment est-ce que ça Non, marche. mais je sais tout ça, Anna Maria, mais le problème, c'est parce que pour que quelqu'un puisse comprendre les règles de la Formule 1 dans le truc le plus simple, il faut que ce soit mieux formulé. Puis ça a été tout un cauchemar. Déjà pour l'heure de course en tant que telle. Juste pour dire à quelle heure ça commence, il a fallu qu'on aille chercher des alinéas. 5.3 ici, 6.3 dans une autre page, alors que les deux pouvaient être collés ensemble. Donc, sérieusement, ça a été, même pour Martin Brundle, pour Karun Shandong, pour David Croft, qui connaissent 1000 fois mieux la Formule 1 que nous tous, ça a été compliqué. Donc, la FIA doit trouver un moyen de simplifier les règles pour que, autant pour nous, les téléspectateurs, le simple commun du mortel, que pour tous ceux qui travaillent dans la Formule 1, ce soit plus simple à comprendre. Éviter d'avoir, par exemple, des zones grises, comme par exemple le DAS chez Mercedes, ou bien ce qu'on a eu dimanche avec l'histoire des heures de course. Tu vois, essayer d'être strict, clair et précis. Comme ça, on n'a pas à se casser la tête, à avoir des guerres de tranchées. Parce que Tu sérieusement, demandes beaucoup à tout, tu demandes beaucoup. je sais, mais Il était fait exprès pour je sais, mais avoir un peu de marge. non, je sais, mais je veux dire, Parce que de toute façon, dans toutes les petites lignes, ça dit qu'en tout temps, lui, les boss, Massi, il peut prendre des décisions. Hein. je sais, mais tu Et on vois, l'a vu qu'il le faisait. oui, c'est ça. Ouais. Pour citer des cas de force, des cas de force majeure aussi. Ah, Marc-André, il vient de me brûler solide, là. Moi, c'est quand ils ont annoncé qu'il arrêtait le chronomètre. Ouais, tu vois. Ils peuvent faire ça? Il faut faire Où c'est écrit qu'ils peuvent faire ça? Ouais. Ben, ça doit être quelque part dans le règlement, parce que, En tout cas, je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Peut-être que je l'ai manqué. Non, Mais, mais lui, Maxi, quand lui a compris qu'il pouvait utiliser le règlement qui dit que même avant tout, c'est la course, il a touché, il a fait comme on en boit, et après on boit la main. Quand j'ai vu la main, j'ai dit, ok, ça commence pour vrai. Ah non, non, ça termine pour ah non, c'était ridicule. Moi, je dois dire, avec Jean-Sébastien aussi, moi, j'essaie de trouver les informations qui provenaient aussi des journalistes. Flipping hell, c'était vraiment, vraiment compliqué. Puis moi, sérieusement, je pense que il faut vraiment ils l'ont annoncé, j'espère que pour 2022, ils vont refaire le calendrier de manière à ce que ce soit plus simple à comprendre. Garder les mêmes règlements. Oh, Marc-André est parti. Que ce soit plus clair, mais garder la même intégrité, parce que sérieusement, ça a été tout un cauchemar. Donc, parce que honnêtement, allez sur le site de la FIA, dans la section du championnat du monde de la Formule 1, vous avez tous les règlements. Puis sérieusement, ayez du temps pour le lire, parce que ce sont des pages et des pages, en 3 parties en passant. Donc, moi je pense que le mieux ce serait de vraiment faire en sorte que ce soit plus simple. Donc, moi j'espère que en général, on va arrêter sur ce Grand Prix de Belgique. Moi, je pense qu'en général, ce fiasco va permettre à la Formule 1 d'apprendre de leurs leçons, comme ils ont fait avec Melbourne 2020, de mieux s'adapter. Ça va être ça. Ça va être de s'adapter.
c'est juste ça. C'est une question d'adaptation, de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est ce qu'on disait d'Indianapolis. Hein. On va pas refaire les mêmes erreurs et ça finit par faire pire. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Merci Pirelli. Oh boy. Bon, on va... Et toujours des questions de pneus. Ah oui, effectivement. Les pneus. Donc, on va passer maintenant aux brèves. Donc, on a appris aussi au courant de la fin de semaine que Sergio Perez et Fernando Alonso vont rester avec leur équipe respective, c'est-à-dire Red Bull et Alpine. Excusez-moi, j'ai eu un blanc de mémoire. Donc, ça, c'est pour 2022. Donc, je pense que c'est bien. C'est une bonne continuité, surtout du côté de Red Bull, quand on sait que ce qui se passe avec le fameux siège du deuxième pilote. Alors, je pense que de retenir Sergio Perez pour 2022, c'est une bonne décision, en fait. Il achète la paix pour le moment, paix, oui. Même si je sais pas. On attend. Je ne sais pas s'ils vont regretter d'ici à la fin, parce que si les championnats n'ont pas gagné, je pense qu'ils vont un peu regretter. Ouais, non, je pense pas qu'ils vont regretter. Côté Alpine, c'est ça. Et Fernando devient le plus vieux maintenant. Exactement, parce que maintenant, avec Raikkonen qui prend sa retraite à la fin de la saison, ben c'est Alonso qui va prendre les rênes. Sinon, du côté de l'IndyCar, ça a été annoncé aussi aujourd'hui, mercredi. Callum Ilott, pilote de réserve chez Alfa Romeo et pilote d'essai chez Ferrari, va disputer sa première course en IndyCar lors du Grand Prix de Portland le 12 septembre prochain avec Juncos Hollinger Racing, qui est aussi connu, Anna Maria, comme étant l'équipe qui a éliminé Fernando Alonso lors des qualifications du Indy 500 en 2019. Oui. Donc, c'est une bonne opportunité. Puis comme je l'ai dit, autant sur le site bulletingp.com que en privé avec Anna Maria et Marc-André, j'adore le mouvement jeunesse qui se trame en IndyCar. Il y a Colton Herta, Rinus VeeKay, Alex Palou, Pato O'Ward, même Scott McLaughlin aussi, même s'il a presque mon âge en fait. J'ai 28, il y en a 27. Mais maintenant, il y a beaucoup. Il y a aussi Christian Lundgaard. Alpine oui. aussi. Il y a mis un peu. Et Alpine, il y a mis quelqu'un, je me rappelle pas son nom. Oui, Christian Lundgaard à Indianapolis. Il a très bien fait. Pour une première course, il a très bien fait. Donc, tu vois que on dirait, et même Alex Albon a eu des discussions avec des équipes d'IndyCar aussi. Alors, tu vois qu'il y a un certain attrait pour l'IndyCar et je trouve personnellement que 2021, c'est le meilleur plateau IndyCar que j'ai vu depuis les années 90-2000 avec la série Kart. Parce que vraiment, le niveau de pilotage est exceptionnel. Le mélange de jeunes avec le mélange de vétérans en Will Powers, Scott Dixon, même Romain Grosjean, même si c'est une recrue, des Simon Pagenaud aussi, Ryan Hunter et compagnie, ça fait en sorte qu'on a du pilotage exceptionnel. Et je pense que vraiment, l'IndyCar est en train... C'est sûr, ça ne deviendra jamais au même niveau que la Formule 1, mais ça reste une série très intéressante à regarder. Et il y a toujours de l'action du début à la fin. Donc, je suis vraiment content pour Callum qui ait testé l'IndyCar parce que sérieusement, personnellement, je ne le vois pas en Formule 1 en 2022. Les options... Non, et en plus, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait pas il peut pas faire la Formule 2 parce que il a dépassé il fait pas la Formule 1 et ça donne l'opportunité aussi de se démarquer parce que aussi dans la IndyCar il y a beaucoup d'opportunités, les autos ils sont à peu près pareils, il n'y a pas juste comme la Formule 1 Mercedes qui ça domine et tout le monde peut avoir son podium, même Grosjean
tous les pilotes ils ont à peu près l'opportunité de faire des bons courses et je pense que ça donne aussi ça devient un peu plus comme avant des gens qui faisaient la IndyCar et qui après se démarquaient y allaient peut-être en Formule 1. Mhm. Pas comme maintenant que c'est les vieux qui vont revenir. Ouais, non, c'est ça. J'ai l'impression que, comme je l'ai dit il y a, à plusieurs reprises, il faut arrêter de voir la Formule 1 comme étant la finalité de tout. Il y a toujours il y a une variété. Il y a une variété d'autres disciplines. Donc, je pense que c'est bien de voir que il y a un mouvement jeunesse qui se trame en IndyCar et croyez-moi, le niveau de pilotage est vraiment exceptionnel. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir Callum Ilott, surtout sur un de mes circuits préférés au monde, qui est Portland, circuit de 3 kilomètres, très, très simple à faire, mais qui est magnifique. Allez sur YouTube, il y a des courses d'archives aussi. C'est un circuit que j'adore. Et pour compléter, en fait, Anna Maria, parce que Marc-André a dû nous écouter un peu plus tôt, il y a aussi eu le dévoilement, je dirais pas final, mais de la dernière partie du calendrier 2021 de Formule 1. Donc, on sait qu'on va aller aux Pays-Bas et en Italie au cours des 2 prochaines semaines. Donc, c'est le cours 2 et 3 du programme triple actuel. Ensuite, on va aller en Russie le 26 septembre. Ensuite, Turquie officiellement, je mets ça entre guillemets parce que rien n'est coulé dans le béton. Donc, c'est du 1er au 3 octobre. Le Grand Prix du Japon a été Annulé. A été annulé. Oui, excusez-moi. Ouais, j'ai eu un blanc de mémoire parce que je regarde Australie aussi était annulé. Japon il était annulé aussi. Parce que je regarde le site officiel de la F1, puis je pense qu'il y a pas le jour et pas au jour. C'est pas un jour, donc c'est pas un jour. Non. Mais le Grand Prix du Japon a été annulé. Le Grand Prix des États-Unis reste le 24 octobre, mais il n'y aura pas de programme double comme c'était à l'origine prévu. Petite correction, le Grand Prix de Turquie c'est le 10 octobre et non le 3. Donc, en plein, ce sera ma fin de semaine d'anniversaire. Donc, je vais pouvoir regarder le Grand Prix de Turquie. Nanana. Donc, ouais, donc. Si tu donnes pas cadeau avec de la pluie en plus. Hein. Ah non, je veux pas de pluie. Non. La course de l'année dernière était bonne, mais je veux pas de pluie. Je pense que Turquie se fait très bien sans la pluie. Donc, ensuite, il y a eu des modifications. Donc, le Grand Prix du Mexique a été déplacé une semaine un peu plus tard, donc le 7 novembre. Ensuite, le Grand Prix du Brésil, le Grand Prix de Sao Paulo, en fait, techniquement, c'est le 14 novembre, donc déplacé une semaine un peu plus tard. Et ensuite, le 21, c'était supposé être le Grand Prix d'Australie, mais tout porte à croire que ce serait ce serait une course au Qatar sur le circuit de Losail à Doha, qui détient sa cote de grade 1, donc un circuit qui peut accueillir la Formule 1. Il n'est pas confirmé, non. Mais c'est pas encore confirmé. Mais il y a de fortes chances que ce soit au Qatar, donc on aurait un nouveau Grand Prix en tant que tel. Et en plus, le Qatar accueille déjà les courses de MotoGP. Donc, ça va être intéressant de voir un nouveau circuit, surtout, qui n'a jamais accueilli la Formule 1. Et le Grand Prix d'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, les dates n'ont pas changé en fait, donc 5 et 12 décembre respectivement. Donc on aurait un programme triple pour Mexique, Brésil et ensuite possiblement Qatar. Le truc aussi, c'est que de ce que j'ai lu, l'Union européenne aurait retiré les États-Unis dans sa liste de pays safe pour aller voyager. Donc, ça pourrait compliquer les choses. Qu'est-ce qui se passe, c'est que je pense que ça va changer à fur et à mesure. Mm-hmm. C'est pas les derniers changements sur le calendrier parce que
Et Brésil, comment est-ce qu'ils vont faire la course? Je ne sais pas. Mexique, qui était dans les mêmes problèmes. Et ça va changer encore. Ben là, techniquement, ils sont en train de... Ben, au Mexique, j'ai vu des publications sur Instagram où ils mettent des des publications où ils font la vente des billets. Le Grand Prix du... Mais oui, la vente des billets, il n'a jamais arrêté. Ouais, non, c'est ça. Mais il n'a jamais arrêté. Mais du côté du Brésil, ben ça a été... il va avoir... Ça va être à capacité complète. Capacité complète, et avec, mais évidemment en respectant les mesures sanitaires. Ah, mais oui, Messour, il y a beaucoup de Messour là-bas. Ouais, parce que le Brésil a été durement touché par la COVID-19. Et avec un... Non, je rentrerai pas dans les histoires politiques. Je vais arrêter là. Mais ouais, donc Brésil, le gouverneur de Sao Paulo a confirmé qu'il y aurait, il a l'intention d'organiser la course, mais évidemment. Mais lui a confirmé, la Formule 1 aussi a confirmé, mais avec une petite astérisque. Évidemment, le tout dépend à savoir est-ce que ces pays vont encore rester sur la liste, ne vont pas se retrouver dans la liste rouge du gouvernement de la Grande-Bretagne, britannique en fait, pour les déplacements, parce que sinon, c'est une quarantaine obligée quand vous retournez en Angleterre. Une quarantaine d'une dizaine de jours, et je pense que la F1 ne veut pas ça, donc. Mais évidemment... Et pour partir à Abu Dhabi tout de suite, en vacances, c'est fini. Ouais, c'est ça. Puis revenir et faire... Après Noël et revenir après Noël. Ah, exactement. On pourra avoir un Grand Prix le 1er janvier 2022. Non, je niaise. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est un calendrier, évidemment, qui est... Bon, on va se le dire, c'est pas coulé dans le béton, mais si on touche du bois, si la situation devient stable ou s'améliore dans les pays en question, ben là, on pourra avoir des courses sans avoir à perdre... sans avoir à en perdre, parce que là, techniquement, on a officiellement 22 courses. Donc, on se croise les doigts pour qu'on ait, ces courses-là, surtout en Turquie, hein. Je veux une course pour ma fête. mais ouais, mais surtout, on espère que la situation va s'améliorer au cours des prochaines semaines. Alors, c'est ce qui complète ce 87e épisode du Bulletin GP, et mon Dieu que c'en était tout un. J'espère que Anna Maria, tu es maintenant calme, maintenant que tu t'es laissé aller. J'ai même bidé mon... Donc, et je suis sûr que Marc-André, ça nous a fait tous du bien. Évidemment, on peut maintenant tous se tourner vers Zandvoort, le retour du Grand Prix des Pays-Bas. Et là, cette fois-ci, il va y avoir une émission d'après-course, après le Grand Prix des Pays-Bas. Ce sera disponible sur Facebook, sur notre page Facebook, Twitter, @le bulletin GP, ainsi que sur Twitch, @le bulletin GP aussi. D'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast et lire nos chroniques sur bulletingp.com. Et le podcast sera disponible sur toutes vos plateformes préférées, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Et surtout, d'ici la fin de semaine, cette fois-ci, c'est vrai, ça va être le retour de l'histoire de F1. J'ai déjà l'épisode préparé. Donc, et l'indice, c'est tout ce qui est en lien avec le Canada. Mais je dis pas est-ce que c'est une écurie, est-ce que c'est un pilote, est-ce que c'est un Grand Prix. Tout ce que je dis, c'est que c'est en lien avec le Canada. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez oublié, vous allez oublier en partie Belgique 2021 et passer aux Pays-Bas. Je ne pense pas, mais j'espère que au moins on va avoir une vraie course dimanche. Alors, merci d'avoir été là. Mon nom est Abdoussal, on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve dimanche pour l'après-course et la semaine prochaine pour un autre épisode de la balado-diffusion du Bulletin GP. Salut tout le monde!